Imagine que tu es assis au milieu de la nuit devant un écran, quelque part dans une salle de contrôle, et que sur ce moniteur, il n'y a en réalité rien à voir. Seulement l'obscurité, une clôture, une bande de sol froid, une zone périphérique d'un ranch qui, depuis des décennies, soulève plus de questions que quiconque ne peut en résoudre. Aucun chercheur dehors, aucune expérience en cours, pas de projecteur, pas de lancement de fusée, aucun être humain susceptible d'influencer le résultat, juste des caméras, des capteurs et un système de surveillance automatique qui fait silencieusement son travail. Et puis à 2h17 du matin, 4 systèmes distincts commencent à réagir en même temps. Si ce type d'enquête te fascine, abonne-toi à la chaîne et active la cloche et reste absolument jusqu'à la fin, car ce qui a été enregistré cette nuit-là à la limite nord de la Skinwalker Ranch pourrait bien changer complètement la manière dont on comprend cet endroit. Après 4 années d'investigation commune, l'équipe pensait commencer à comprendre lentement le ranch. On avait observé des lumières étranges, perdu des instruments de mesure, documenté des anomalies électromagnétiques inhabituelles et vécu à plusieurs reprises des phénomènes qui ne se laissaient pas expliquer simplement. Mais ensuite, quelque chose de différent est apparu. Verdette Anderson est parvenu à capturer une apparition étrange, informe, qui semblait surgir de nulle part. Peu après, une fusée a explosé. Et maintenant, un nouveau matériel troublant, enregistré à la limite du ranch, révèle une autre apparition capturée en dehors de toute enquête planifiée. C'est précisément ce qui rend cet enregistrement si important. Personne n'était sur place. Aucune équipe ne se déplaçait sur le terrain. Aucune campagne de mesure active n'était en cours. Les caméras étaient simplement en mode de surveillance passive. Pourtant, à 2h17, les capteurs situés à la frontière nord ont soudainement détecté une perturbation. Les appareils de mesure électromagnétique ont réagi. Les capteurs acoustiques ont enregistré un signal inhabituel. Les capteurs de vibration du sol se sont activés et les caméras infrarouges ont capté une anomalie thermique. 4 systèmes différents, censés fonctionner indépendamment, ont signalé un événement au même endroit et au même moment. 12 minutes plus tard, la situation est devenue encore plus étrange, car exactement au même instant, toutes les mesures se sont arrêtées, pas progressivement, pas les unes pas après les autres, pas avec une atténuation lente des signaux, elles ont simplement cessé, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur, comme si ce qui se trouvait là avait disparu l'instant suivant. Au cours des années précédentes, l'équipe avait examiné d'innombrables heures de matériel vidéo. On y avait vu des animaux, des effets météorologiques, des erreurs techniques, des reflets, des insectes devant les caméras et toutes les perturbations habituelles auxquelles toute surveillance à long terme essaie de s'y confronter. Mais ce que les caméras ont capté cette nuit-là ne correspondait à aucune de ces catégories. Et ce qui était encore plus inquiétant, c'était la direction d'où semblait provenir l'apparition. Cette trajectoire menait vers une zone du bassin d'Uinta sur laquelle les anciens documents gouvernementaux ne fournissent que des informations incomplètes. Une région qui a été étudiée, partiellement censurée, puis presque plus jamais mentionnée publiquement. Pour comprendre pourquoi cet incident est si exceptionnel, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement la Skinwalker Ranch. Elle se situe dans le nord-est de l'Utah, dans un paysage vaste, sec et silencieux, mais associé depuis des décennies à des rapports d'événements inexpliqués. Lorsque la famille Sherman s'est installée sur les lieux au début des années 1990, une série d'incidents a rapidement commencé que ni les voisins, ni les vétérinaires, ni les autorités locales ne pouvaient expliquer de manière satisfaisante. Des bovins ont été retrouvés dans des états qui laissaient les observateurs perplexes. Des objets disparaissaient de bâtiments fermés à clé. Des lumières se déplaçaient dans le ciel d'une manière qui ne correspondait ni à des avions, ni à des drones, ni à des phénomènes célestes connus. Et à plusieurs reprises, Terry Sherman a décrit quelque chose de grand ayant laissé des traces dans le sol. Même des années plus tard, il maintenait sa description malgré les doutes de nombreux sceptiques. Plus tard, le ranch est devenu un centre d'attention. Le programme NIDS, financé par Robert Bigelow, y a mené des recherches. Ensuite, le projet AWSAP du Pentagone a pris le relais. En 2016, Brandon Fugal a acquis le terrain et y a installé l'un des systèmes de surveillance privés les plus complets jamais déployés sur un site associé au paranormal. Pendant plusieurs saisons, l'attention des chercheurs s'est concentrée sur les zones actives connues, la
la mesa, le bâtiment principal, certaines zones internes et les endroits où des anomalies électromagnétiques avaient déjà été mesurées. Mais une question est restée longtemps presque ignorée. Que se passe-t-il réellement à la périphérie du ranch lorsque personne ne regarde? C'est précisément pour cela que le programme de périmètre a été mis en place. Des caméras infrarouges surveillaient l'obscurité, des capteurs acoustiques enregistraient des fréquences audibles et extrêmement basses, des stations de mesure électromagnétiques ont été réparties le long de la frontière, des capteurs au sol ont été calibrés pour détecter des mouvements, même à la profondeur, où des analyses sonars antérieures avaient suggéré la présence de cavités ou de structures inhabituelles sous la zone nord. Pendant des mois, rien ne s'est produit. Les appareils fonctionnaient, les données étaient collectées, les nuits passaient sans événement particulier, jusqu'à cet enregistrement où soudain tout a changé. À 2h17, le ranch était vide. Aucune équipe de recherche, aucune expérience, aucun véhicule sur le terrain, seul le système automatique continuait de fonctionner. À la limite nord, une station électromagnétique a enregistré une intensité de champ bien au-delà des valeurs normales. Ce n'était pas une simple fluctuation comme on pourrait l'attendre d'un défaut technique, ce n'était pas non plus une impulsion rapide causée par une perturbation atmosphérique. La valeur persistait, stable, directionnelle et en augmentation. Ce signal a duré 11 minutes, c'est essentiel. Les erreurs techniques apparaissent souvent, soudainement, puis disparaissent. Les effets météorologiques évoluent généralement de manière fluide, mais ce signal, lui, est resté, puis il a commencé à se déplacer. D'abord, la station 1 a réagi, puis la station 2, puis la station 3. La séquence ne semblait pas aléatoire, elle ressemblait à un déplacement le long de la frontière nord. Quelque chose semblait se trouver à l'extérieur du ranch et progresser parallèlement à la limite du terrain. Alors que ce signal électromagnétique était actif depuis plusieurs minutes, aucune caméra n'avait encore capté quoi que ce soit de visible. Et cela constitue un point crucial. Cela signifie que les premiers indices de cet événement n'étaient pas visuels, mais provenaient de données de mesure, bien avant qu'aucune image n'existe. À 2h19, les capteurs acoustiques ont détecté quelque chose dans la gamme des infrasons, des fréquences non trop basses pour être entendues par l'oreille humaine, mais mesurables techniquement. Le docteur Eric Gorman, spécialiste expérimenté de ces signaux, a analysé les données le lendemain matin pendant des années. Il avait étudié les enregistrements du ranch et connaissait parfaitement les modèles typiques liés au vent, aux animaux et aux perturbations techniques. Ce qu'il a vu ne correspondait à aucun de ces modèles connus. Le signal se répétait selon un cycle. Il n'était pas chaotique ni aléatoire. Il avait une structure. Quelque chose produisait une séquence régulière, ordonnée, récurrente. Plus tard, il dira n'avoir jamais trouvé quoi que ce soit de comparable dans l'ensemble des enregistrements précédents du ranch. 2 minutes plus tard, à 2h21, les capteurs au sol ont transmis leurs premières valeurs. Et c'est là que la situation a commencé à devenir encore plus étrange. Les vibrations mesurées ne correspondaient pas à ce que l'on attendrait d'animaux se déplaçant à la surface. Le motif suggérait plutôt qu'une activité se produisait sous la surface. Sous la partie nord du ranch, l'équipe avait déjà détecté, grâce à des analyses sonars, des indices d'un réseau de cavités ou de structures. Et c'est précisément à cette profondeur que les capteurs enregistraient désormais du mouvement. Cela signifie que pendant que quelque chose semblait progresser le long de l'extérieur de la limite, une activité avait lieu simultanément sous le sol, juste en dessous. À 2h23, les caméras infrarouges ont enfin capté la première anomalie visuelle. Et c'est à partir de cet instant que commence la phase qui remet en question une grande partie des hypothèses établies sur ce lieu. Si tu veux suivre cette enquête jusqu'au bout, reste bien attentif car les prochaines minutes du matériel sont décisives pour tout ce qui vient ensuite. Les images couvrent 47 frames distincts sur une période d'environ 6 minutes. L'objet qui apparaît pour la première fois à 2h23 est présent dans chacun de ces frames. Plusieurs caméras couvrant différentes sections de la frontière nord enregistrent simultanément la même apparition. Cela élimine donc l'hypothèse d'un simple défaut sur une seule caméra. Plus importante encore, la durée. Pendant 6 minutes, cette apparition reste visible.
visibles. Cela exclut largement les effets brefs comme les reflets, les particules de poussière ou les variations rapides de température, et le mouvement observable dans ces images ne suit aucun motif aléatoire. Le docteur Gorman et l'enquêteur de terrain Tom Gruber, actifs dans ce domaine depuis 14 ans, ont analysé le matériel indépendamment l'un de l'autre. Tous deux ont décrit le mouvement comme intentionnel, pas comme quelque chose poussé par le vent, pas comme un animal traversant le cadre au hasard, mais comme quelque chose qui se déplace consciemment le long d'une ligne. La signature thermique ne correspondait à aucun animal connu de la région. Elle était trop grande pour la plupart des espèces présentes dans cette zone. En même temps, son schéma de déplacement ne correspondait ni à celui d'un quadrupède, ni à celui d'un bipède répertorié dans les données comparatives de l'équipe. Mais là, l'élément vraiment frappant n'était ni sa taille, ni même son mouvement. C'était son comportement face à la frontière. Dès que l'apparition s'est approchée du ranch jusqu'à un certain point, puis s'est arrêtée. Frame après frame, elle est restée exactement à la même distance de la limite du terrain. Elle ne tournait pas autour, elle ne reculait pas. Elle restait simplement là, avec une précision inhabituelle, comme s'il existait une ligne claire qu'elle ne devait pas franchir. Pendant l'analyse du matériel, un moment particulier s'était produit, souvent évoqué par la suite. Au frame 31, Tom Gruber s'est brusquement levé. Pendant environ 90 secondes, il n'a rien dit. Lorsqu'il a finalement pris la parole, il n'a pas demandé ce qu'était cet objet. Sa première question portait sur l'heure. Il voulait s'assurer qu'à 2h17, aucune équipe ne se trouvait réellement sur le terrain. La réponse était claire, personne n'était présent. Cette réaction est notable car Gruber possède des années d'expérience avec ce type d'enregistrement. Il connaît les erreurs d'interprétation, les artefacts techniques et les illusions visuelles. S'il s'est arrêté à cet instant, c'est à cause d'une observation précise. Au frame 31, l'apparition modifie légèrement sa position, elle ne se rapproche pas de la frontière et ne s'en éloigne pas non plus, elle se déplace latéralement le long de la ligne et elle le fait de manière à maintenir exactement la même distance par rapport à la limite, même si l'angle de la caméra change. Autrement dit, son mouvement semble s'ajuster non seulement à la frontière, mais aussi à la perspective de la caméra, comme si l'objet réagissait à sa position. Et c'est ici qu'une nouvelle question apparaît. Si les phénomènes observés à l'intérieur du ranch semblent souvent réagir aux instruments de mesure, que signifie le fait que quelque chose à l'extérieur de la limite adopte un comportement similaire, alors même qu'il ne devrait pas connaître la position des caméras? Mais ce n'est pas tout, car avant même que l'apparition ne devienne visible, quelque chose d'autre se produit. Dans les 3 frames précédant son apparition, la température de toute la zone captée par la caméra change, l'environnement se refroidit de manière mesurable, pas lentement, pas progressivement, mais de manière localisée et soudaine. Et ce changement intervient avant que la signature thermique de l'objet ne soit visible, comme si l'environnement se modifiait d'abord, avant que l'événement lui-même ne commence. Le docteur Gorman a immédiatement identifié ce point comme particulièrement difficile à expliquer. Une chute de température aussi rapide dans un environnement nocturne stable ne peut pas être simplement attribuée au vent, aux nuages ou à des effets météorologiques ordinaires. Les données météorologiques enregistrées en parallèle ont confirmé qu'aucun changement de ce type n'avait eu lieu. Puis l'anomalie apparaît et à 2h29, elle disparaît, mais sa disparition, et c'est peut-être encore plus étrange que son apparition, la température ne revient pas progressivement à la normale. Il n'y a aucune transition, aucun ajustement progressif. Dans un frame, l'anomalie est présente. Dans le suivant, elle a totalement disparu, comme si les 12 minutes précédentes n'avaient jamais existé. C'est précisément ce moment qui a orienté l'analyse dans une nouvelle direction. La question n'était plus seulement de savoir ce qui avait été observé, mais aussi comment un tel changement de température pouvait s'arrêter de manière si brutale. 4 types de données différents fournissent ici des indices simultanés. Les mesures électromagnétiques commencent à 2h17. Les signaux acoustiques suivent à 2h19. Les vibrations du sol apparaissent à 2h21 et les données visuelles commencent à 2h23. À 2h29, les 4 s'arrêtent en même temps. 4 systèmes indépendants. Une durée de 12 minutes, un lieu, et tous pointent vers le même événement. À partir de ce moment, les données cessent d'apparaître comme des éléments isolés et commencent à former une séquence cohérente.
Ce qui semblait être 4 sources distinctes devient lisible comme un seul et même processus. Les valeurs électromagnétiques ne sont pas réparties de manière uniforme entre les stations, elles sont les plus fortes précisément là où se trouve l'apparition visuelle et diminuent de manière exacte avec la distance. Ce motif permet une localisation très précise et lorsqu'on compare cette position aux images infrarouges, on obtient une correspondance remarquablement exacte. La source de l'anomalie électromagnétique et l'anomalie thermique se trouvent au même endroit et se déplacent ensemble. Ce n'est plus une simple corrélation, c'est un couplage direct entre deux systèmes de mesure. Observant le même phénomène, le signal acoustique ajoute une couche supplémentaire. Il commence plusieurs minutes avant toute apparition visible. Cela signifie que le processus qui devient visible plus tard est déjà actif auparavant et de manière structurée, non aléatoire. Pour les capteurs au sol fournissent le 4e élément. Leurs données montrent des mouvements à la profondeur exacte où le système souterrain avait été précédemment cartographié. La synchronisation est essentielle. Pendant que quelque chose se déplace au-dessus de la surface, une activité se produit simultanément en dessous. Les deux commencent à évoluer et s'arrêtent en parfaite synchronisation. Une nouvelle perspective émerge alors. Il ne s'agit plus d'un phénomène isolé à la surface, mais de deux niveaux interconnectés, actifs en même temps. Dans son rapport, Tom Gruber utilise un mot qui n'avait jamais été employé officiellement auparavant dans cette enquête. Coordonnées. Il n'explique pas en détail ce qu'il entend par là, mais les données suggèrent pourquoi il a choisi ce terme. Lorsque 4 systèmes de mesure différents, au même endroit, dans un intervalle de temps défini, produisent une séquence qui se confirme mutuellement, cela ne semble plus aléatoire. La description la plus simple n'est plus qu'un événement étrange s'est produit. La description la plus simple est qu'un processus a eu lieu. Quelque chose est arrivé, quelque chose s'est déplacé le long de la frontière, quelque chose a interagi avec la structure souterraine, et ensuite, cela a disparu. Et pas lentement, mais d'une manière qui a interrompu simultanément toutes les traces mesurables. C'est ici que la signification de cet enregistrement commence réellement à changer. Car pour la première fois, il ne s'agit pas d'observations isolées, mais d'une chaîne continue de données documentant un déroulement complet. Cela mène à une question fondamentale. Et si toutes les investigations précédentes avaient commencé au mauvais endroit, depuis les premiers rapports de la famille Sherman, tous les programmes se sont concentrés sur ce qui se passe à l'intérieur du ranch. L'attention était portée sur les effets visibles, sur les lieux où les phénomènes apparaissent, sur les zones où les instruments réagissent. Le programme NIDS a orienté ses instruments vers l'intérieur du site. Les enquêtes suivantes ont suivi la même approche. Même les projets gouvernementaux les plus étendus se sont concentrés sur les zones déjà identifiées comme anormales. Cette approche est compréhensible, car les événements à l'intérieur du ranch sont suffisamment frappants pour attirer toute l'attention. Lorsque des lumières se déplacent dans le ciel, lorsque des animaux sont affectés, lorsque des appareils tombent en panne, il est logique de mesurer là où cela se produit. Mais c'est précisément pour cette raison qu'une autre possibilité est restée longtemps ignorée. Et si ce qui est observé à l'intérieur du ranch n'y prenait pas naissance, et si cela venait de l'extérieur, le programme de périmètre a été la première tentative d'examiner systématiquement cette question, et les données de cette seule nuit fournissent pour la première fois des indices suggérant que la frontière elle-même joue un rôle central. Le déplacement du signal électromagnétique d'une station à l'autre permet non seulement de suivre sa trajectoire, mais aussi de déterminer la direction d'où il provient. On peut ainsi tracer une ligne qui part de la limite nord du ranch et s'étend vers le bassin environnant. Cette ligne est plus qu'une simple construction théorique. Elle repose sur la séquence temporelle des mesures, sur l'intensité des signaux et sur la position des capteurs, et cette ligne pointe précisément vers une zone spécifique située à l'extérieur du terrain, une zone qui avait déjà attiré l'attention dans le passé, une zone pour laquelle les documents publics ne contiennent que des informations partielles, une zone où certaines données semblent avoir été délibérément supprimées dans des documents déclassifiés d'un ancien
programme. On trouve une analyse géographique détaillée du bassin entier. La majorité du rapport est accessible, mais une section se distingue, non pas par une censure totale, mais par des omissions ciblées. Certaines informations ont été retirées, tandis que le reste du texte reste visible. Cela suggère que tout n'était pas destiné à rester secret, mais uniquement certains détails précis. Et cette section correspond exactement à la prolongation de la ligne issue des données des capteurs. Un autre élément attire l'attention. Les parties non censurées de cette section ne contiennent pas les descriptions habituelles. Il n'était pas question de géologie, ni de climat, ni de topographie. À la place, la zone était mentionnée en lien avec des restrictions d'accès. Ce détail est inhabituel car il suggère que quelque chose y a été documenté sans que l'on souhaite en révéler pleinement le contenu, tout en laissant subsister une trace du contexte. Revenons à l'enquête. Dès les premières analyses, le docteur Gorman saisit son téléphone. Il contacte une personne familière avec l'analyse de données similaires. Dans un autre contexte, l'appel dure 19 minutes. Son contenu n'est pas rendu public, mais après cet échange, la direction de l'enquête change. Pour la première fois, l'attention se tourne volontairement vers l'extérieur. Plus seulement vers ce qui se produit à l'intérieur du ranch, mais vers les trajectoires par lesquelles quelque chose y arrive. Ce changement est décisif. Jusqu'à présent, tous les phénomènes étaient étudiés après leur apparition sur le site. Désormais, il existe des données montrant ce qui se passe avant, le trajet, l'approche. Et c'est là que réside la différence. Un événement à l'intérieur d'une zone surveillée peut être influencé par l'observation elle-même, mais un événement qui se produit en l'absence totale d'observateurs et qui n'est découvert qu'après coup pourrait révéler un schéma non altéré. Cette nuit-là, quelque chose s'est déplacé depuis une zone précise vers le ranch. Cela a suivi une ligne le long de la frontière nord. Cela est resté là pendant un certain temps, puis cela a disparu. Tous les systèmes de mesure confirment cette séquence. Si l'on considère cet enchaînement dans son ensemble, une idée claire émerge. Le ranch pourrait ne pas être l'origine, mais une destination. Si l'on prend cette hypothèse au sérieux, alors tout change. Le ranch ne serait plus l'endroit où quelque chose se produit, mais celui où quelque chose arrive. Et cela implique nécessairement l'existence d'un point d'origine qui n'a jamais été étudié directement. Les données de cette nuit fournissent pour la première fois une direction claire. La progression des mesures électromagnétiques montre comment le signal s'est déplacé d'une station à l'autre. On peut ainsi reconstruire une sorte de trajectoire qui dépasse la frontière. Et cette trajectoire ne se perd pas dans le paysage. Elle pointe vers une zone spécifique du bassin d'Uinta. Et c'est précisément ici que commence la partie qui jusqu'à présent est restée en arrière-plan dans les documents déclassifiés des anciens programmes. Cette zone est mentionnée mais jamais décrite en détail, alors que d'autres régions sont analysées de manière approfondie. Celle-ci reste étrangement incomplète. Certaines informations manquent, non pas par hasard, mais parce qu'elles ont été retirées. Cela signifie qu'une décision a été prise de dissimuler précisément ces éléments. Encore plus étrange est la manière dont cette zone est décrite. Au lieu de caractéristiques naturelles, on trouve des références à des restrictions. Accès limité, usage contrôlé, classification interne. Cela ressemble moins à la description d'un lieu qu'à celle de règles appliquées à ce lieu. Si l'on combine ces éléments avec les données actuelles, une connexion apparaît, une connexion qui n'était pas visible auparavant. La ligne issue des capteurs et la zone partiellement censurée coïncident. Ce n'est pas une preuve directe, mais c'est un indice. Après l'appel du docteur Gorman, une nouvelle stratégie est discutée au sein de l'équipe. Plutôt que de se limiter à observer les événements à l'intérieur du ranch, il est envisagé de surveiller les trajectoires qui y mènent sur le papier. Cela semble simple. Dans la pratique, c'est extrêmement complexe. Cela signifie installer des systèmes de mesure non seulement à des points fixes, mais le long d'une route supposée, une route qui s'étend sur une vaste zone et qui n'est pas entièrement accessible. Malgré cela, une demande est déposée pour réorienter les instruments. L'objectif est clair, surveiller la direction d'où provenait le signal. Cette demande est encore en cours d'examen. Mais le simple fait qu'elle ait été formulée montre à quel point cette nuit a changé la manière d'aborder l'enquête. Pour la première fois, il existe une base qui dépasse les observations isolées, une séquence temporelle, un déplacement spatial, une concordance entre
entre plusieurs systèmes, et une direction. Si l'on assemble tous ces éléments, un schéma émerge, un schéma difficile à ignorer. Jusqu'à présent, les investigations se concentraient sur les effets, sur ce qui se produit lorsque le phénomène est déjà présent. Désormais, l'attention se déplace vers ce qui se passe avant. Comment cela se déplace-t-il? D'où cela vient-il? Et pourquoi précisément cet endroit? Pendant longtemps, ces questions sont restées sans réponse, faute de point de départ clair. Aujourd'hui, il y en a une ligne issue des données qui mène vers une zone déjà suspecte. Et si cette hypothèse est correcte, alors ce qui est observé à l'intérieur du ranch n'est qu'un fragment d'un processus plus vaste, un moment dans une trajectoire. Une étape dont on fait dans quelque chose qui commence ailleurs. Cela expliquerait pourquoi tant de phénomènes sont difficiles à reproduire, pourquoi ils n'apparaissent pas de manière constante, et pourquoi ils semblent surgir sans avertissement, puis disparaître tout aussi soudainement, car si l'origine se trouve à l'extérieur, alors ce qui se passe à l'intérieur dépend du moment où quelque chose emprunte ce chemin. Les données de cette nuit, 2h17, offrent justement un exemple complet. Un signal apparaît, il se déplace, il atteint la frontière, il reste, puis il disparaît, le tout dans un intervalle de temps parfaitement défini. 12 minutes. 12 minutes pendant lesquelles 4 systèmes enregistrent le même événement sous des angles différents. 12 minutes qui montrent une activité simultanée au-dessus et au-dessous du sol. 12 minutes qui documentent un mouvement venant de l'extérieur, puis plus rien, sans transition, sans trace résiduelle, comme si rien ne s'était produit. Mais les données, elles, sont toujours là. Et avec elles, une question: qu'est-ce qui a réellement été enregistré? L'enquête se trouve désormais à un point décisif où elle doit choisir dans quelle direction poursuivre. Faut-il continuer à se concentrer sur l'intérieur du ranch ou suivre la trajectoire vers l'extérieur? Cette décision n'est pas encore définitivement prise, mais tout indique que l'orientation est en train de changer. Car s'il existe une direction, alors il existe aussi un lieu, et s'il existe un lieu, alors il devient possible de l'étudier de manière ciblée. Pour la première fois depuis le début de ces investigations, il existe un point concret situé en dehors des zones déjà connues, un point qui n'a pas été choisi au hasard, mais qui résulte d'une séquence précise de mesures, un point qui a peut-être déjà été étudié et dont on sait pourtant très peu de choses. Les caméras installées à la périphérie du ranch n'ont pas seulement enregistré un événement cette nuit-là, elles ont révélé une trajectoire qui mène hors de l'obscurité. Et désormais, la question n'est plus seulement de savoir ce qui se passe sur le ranch, mais ce qui se trouve au bout de cette ligne. Si tu veux savoir ce qui se passe ensuite et comment cette piste va être suivie, reste attentif et active les notifications, car l'enquête se dirige désormais vers une zone que personne n'avait encore explorée de manière systématique, et c'est peut-être là que se trouvent les réponses recherchées depuis des décennies, car c'est précisément à ce moment que commence peut-être la partie la plus décisive de toute cette enquête, non pas parce que toutes les réponses apparaissent soudainement, mais parce que la perspective change complètement. Pendant des décennies, on a tenté de comprendre ce qui se passe sur ce terrain, et pour la première fois, il devient possible que les recherches aient été menées au mauvais endroit. Si le ranch n'est en réalité qu'un point de convergence, alors tout ce qui a été observé pourrait faire partie d'un système plus vaste, un système qui dépasse les limites visibles. Et soudain, de nombreuses observations passées prennent une nouvelle signification. Les lumières inexpliquées dans le ciel pourraient ne pas être des événements isolés, mais des déplacements le long de cette trajectoire. Les pannes d'équipement pourraient ne pas être de simples anomalies locales, mais des réactions à quelque chose qui approche ou s'éloigne. Même les effets physiques signalés chez les humains et les animaux pourraient être liés à un processus qui ne commence pas sur le ranch, mais dont celui-ci ne représente qu'un segment visible. Cela transforme la question centrale de toute l'enquête. Il ne s'agit plus seulement de comprendre ce qui se passe, mais de comprendre où cela commence. Et c'est ici que ce moment précis revient au centre. 2h17, une heure à laquelle personne ne regarde, une heure à laquelle aucune expérience n'est en cours, une heure à laquelle le système ne fait qu'observer. C'est ce qui rend cet ensemble de données si particulier.
et car il pourrait montrer un comportement qui n'a pas été influencé par la présence humaine. Aucune lumière, aucun mouvement, aucune intervention, seulement l'enregistrement silencieux de ce qui se serait produit de toute façon. Et c'est précisément pour cela que cet incident est évalué différemment en interne que beaucoup d'autres cas précédents, car il ne ressemble pas à une réaction, il ressemble à un processus qui se déroule indépendamment de toute observation. Si l'on examine à nouveau la séquence dans le détail, elle révèle un schéma presque mécanique. D'abord que le signal électromagnétique apparaît, se renforce et se déplace. Ensuite, le signal acoustique montre une structure, puis l'activité au sol commence, et enfin l'apparition visuelle. En gros, 4 étapes, 4 phases, puis une fin brutale. Si l'on simplifie ce déroulement, on pourrait presque y voir un modèle répétitif, peut-être pas chaque nuit, peut-être pas de manière régulière, mais selon un principe. Et c'est précisément cela qui préoccupe désormais l'équipe. Pas seulement ce qu'était cet événement,